Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi. J'espère que vous allez bien. Mercredi 6 mars. Avez-vous déjà rencontré ou été en contact avec ce qu'on appelle une personne canal? Patricia Daré. Vous êtes, dites-vous, un canal entre l'au-delà et nous. Vous mettez au service des autres pour diverses interventions. Contact avec les morts, désenvoûtement, exorcisme, guérison. Vous êtes journaliste à France Bleu Berry, cartésienne et athée, dites-vous, Patricia. Et c'est en 1995 que vous avez vu se développer ce que vous appelez vos possibilités médiumniques. Vous n'aimez pas le mot don? Je n'aime pas le mot don, parce qu'on a l'impression que certains sont servis et puis d'autres pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'intelligence supérieure qui aurait dit toi t'auras ça, toi rien du tout. C'est ça, oui. Non, ce sont des possibilités, nous sommes des humains et selon moi, ce qui se passe pour moi et qui se passe pour d'autres, nous sommes tous capables de le produire. Et voilà l'intérêt de la chose, sinon ça n'est absolument pas intéressant. Et même ce livre ne le saurait pas, si c'est pour raconter une histoire personnelle. Ah non, ça raconte pas d'histoire personnelle, non. Donc, non, alors effectivement, effectivement, je suis canal. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de peine à accepter. Puisque quand ça m'est arrivé... En 95, c'est ça? Oui, absolument. Ça vous est tombé dessus? Mais complètement. Écoutez, j'étais journaliste, rationaliste, heureuse dans ma vie. Mariée avec mon mari, on avait une vie heureuse. J'avais mon travail et je venais d'avoir un bébé. Tout ce que je voulais. Ouais. Rationnel, plutôt aimant faire la fête, pas très imprégné des choses de l'au-delà et du spirituel. Oui, c'est ça. Et puis une nuit, ça m'est tombé dessus complètement. On est là au mois de septembre, mon fils a 2 mois et je me sens bizarre depuis quelques jours. Je me sens bizarre dans le sens où je fais des rêves très étranges. Pas des rêves comme quand on mange des champignons, pas du tout. D'autres rêves, des rêves récurrents. Je me vois dans une salle de château. Alors ça ressemble à un château, la salle est désolée. Et puis je vois passer devant moi une espèce de pièce. C'est comme une pièce de monnaie. C'est un hologramme qui traverse la pièce, qui passe à travers moi. Et au moment où cette pièce me traverse, j'entends une voix qui dit « Elle va être bientôt prête ». Et je me réveille à ce moment-là. Pendant une semaine, tous les jours. Et je commence à me dire « Je suis pas bien ». Et cette nuit-là, il est 1h du matin, je me réveille parce que je sens qu'il y a une présence. Et cette voix me dit, mais clairement, lève-toi un papier, écris. Lève-toi, prends un papier, écris. C'est tellement présent que je me retourne vers mon mari, je me dis, c'est lui qui m'a parlé, c'est pas possible. Et je le réveille. Lui dormait. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je sais pas, tu m'as parlé, Non. Et là, je sens, c'est pas comme quand on entend une voix dans sa tête ou quand on a rêvé. Je suis réveillée, quelque chose parle dans mon oreille droite, mais tellement fort. J'attends quelques secondes et la voix revient et me dit « Je t'ai dit de te lever, je t'ai dit de prendre un crayon, qu'est-ce que tu attends ?» Et là, comme une somnambule un peu, je me lève, je vais dans mon bureau et puis bêtement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, bêtement je prends un papier, un crayon pour voir. Sauf que j'ai rien à écrire. Et je vois pas ce qui peut se passer pour que j'écrive. Et là, au bout de quelques secondes, une force prend ma main et commence à rédiger sur cette feuille un texte avec une écriture qui n'est pas la mienne, avec des mots qui se touchent, avec des fautes d'orthographe. Et cette feuille-là me dit, cette écriture me dit, maintenant c'est bon, tu es en contact avec l'autre dimension, comme tu l'avais prévu, comme nous l'avions prévu. Tu vas pouvoir l'utiliser quand cela sera nécessaire, pas quand tu le voudras. Évidemment, s'il te venait à l'idée de manipuler, de faire commerce avec les messages que tu vas recevoir, on te le retire. On te retire tout ça et tu auras des problèmes. Ah oui. Comme prévu. Waouh. Voilà. Bon, waouh. Ça, c'est le déclencheur. Je suis schizophrène. Cette nuit-là, il n'y a aucun doute. C'est pas possible. Je suis malade. Quand ça vous tombe comme ça dessus, je comprends. Donc, je décide le lendemain d'aller chez un psy, évidemment, tout de suite. Rendez-vous d'urgence chez le psychiatre. Parce que je lui dis, il y a un problème. Donc, pardon, excusez-moi. Le psychiatre me reçoit. Et je lui dis, voilà, écoutez, j'ai un gros problème, je suis devenue schizophrène. Il me regarde, il me dit, ah bon? Oui, cette nuit. Il me dit, mais attendez, on ne devient pas schizophrène en une nuit d'abord, ça marche pas comme ça. Pourquoi vous me dites ça? Et je lui raconte. Il me dit, je peux pas vous dire ce qui s'est passé. J'ai dit, dites-moi, est-ce que je suis malade? Est-ce que parce que moi je viens d'avoir un bébé, c'est grave. Je me parle, mais je me parle alors que j'ai rien à me dire. Je me dis des choses que je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il me dit, prenez un papier, on va voir. Je lui dis, non, je veux pas. Il me dit, si, prenez un papier, un crayon. On attend quelques secondes, peut-être 1 minute. Et là, la main repart sur le papier et écrit, 3-4 pages. Et à ce moment-là, tous les deux, on décrypte ce qui est écrit, évidemment, sur ces pages, avec cette écriture qui n'est pas la mienne.
Ce qui est étonnant, c'est que j'écris, mais que rien ne me vient dans la tête. Ce n'est pas mon cerveau qui écrit, c'est ma main. Et nous décryptons ces feuilles, et là, il y a toute son histoire à lui. Ce qui lui est arrivé, ce qui va lui arriver, comment il se ressent. Je parle de sa mère. Et lui me regarde, stupéfait. Et voilà. Et la suite, on la raconte dans quelques instants. Oui. Parce que c'est le lancement de l'émission. Vous avez bien fait de me raconter ça parce que je l'ignorais. J'ignorais comment c'était venu parce que vous le racontez pas dans votre livre. Dans le premier. Voilà, j'allais dire, moi j'ai lu le deuxième, Les Lumières de l'Invisible, chez Michel Lafon, et votre premier livre, je suppose que vous y racontez ce que vous venez de nous dire. Bon, le lancement, c'est fait. C'est parti, 070 23 33 23, SMS 30 63. À vous de témoigner. Est-ce que vous avez déjà été en contact avec une certaine forme de l'au-delà? Est-ce que vous avez vécu une expérience qui vous a fait entrevoir que vous pouviez vous aussi communiquer avec l'au-delà, ou simplement rencontrer quelqu'un qui l'a fait, qui a vécu une expérience de ce genre et qui n'en a pas fait commerce, entre guillemets. Vous avez bien compris ce qu'on veut dire par là. C'est parti. Aujourd'hui, Patricia Daré, médium et journaliste, mais aussi son livre Les Lumières de l'Invisible chez Michel Lafon. Comment utiliser nos perceptions extrasensorielles pour nous reconnecter aux mémoires du passé, pour mieux affronter les défis du présent. Vous nous démontrez, Patricia, dans ce livre, que l'esprit continue d'exister après la mort, nous aide à cerner ce que nous avons été avant de nous incarner, à nous relier à notre âme, car c'est notre moi profond qui détient, dites-vous aussi, les clés du bonheur. Ça me plaît aussi comme réflexion. Bref, vous aurez des choses à dire, vous avez des choses à dire. On entretient évidemment le vif du sujet dans quelques instants, mais on vous demande de réagir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous aussi, d'entrer dans en communication avec une certaine forme de l'au-delà? Comment considérer le paranormal comme plus normal, comme naturel, comme accessible peut-être aussi? 3063 pour vos messages. Voilà, il y a beaucoup de réflexions qui me plaisent. Moi, j'ai pris énormément de notes dans ce livre parce qu'ils me font réfléchir aussi moi-même. On invite nos auditeurs, je vous l'ai dit, Patricia, à un voyage sur les chemins accessibles de la spiritualité, de notre épanouissement sur cette terre. Il y a des personnes qui sont fermées au sujet. Ça, je vous l'ai dit aussi d'entrée de jeu. Vous le savez, en tant que journaliste, ça fait peur. Ce sont des choses qu'on n'aborde pas, qu'on veut même pas. Il y en a peut-être qui vont fermer la radio. Mais on s'adresse aussi à ceux qui vont nous écouter, qui vont ouvrir un petit peu une autre oreille, une autre dimension, j'ai envie de dire, pour entendre tout ça. Patricia, donc, ça vous arrive en 95, on l'a bien compris, c'était une nuit, des expériences extrasensorielles que vous arrivez à mener. Là, ça vous fait peur, non seulement parce que ça vous arrive, ça vous tombe dessus, mais parce que vous ne vouliez pas, et ça vous le dites aussi clairement, être catalogué médium. C'est un mot que vous n'aimez pas, mais il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, mais je n'avais pas envie du tout. C'est un monde que je regardais avec énormément d'ironie, avec énormément de défiance. Être médium, ça voulait dire d'un seul coup pour moi, devenir Madame Irma, porter des amulettes, avoir un corbeau sur l'épaule, tirer des cartes. Enfin, il y avait cet amalgame avec ce monde qui m'était étranger, un monde de gens que et d'ailleurs après je les ai rencontrés. Il y en avait été très bien, mais vraiment qui restent un peu, j'allais dire, j'espère ne choquer personne, un peu basique, dans des superstitions, utilisant des symboles religieux, des choses, des choses qui parlent à tout le monde, et surtout qu'il y a un monde qui fait de l'argent et qui utilise des choses pour faire de l'argent. Or, je le dis et je ne m'attire pas que des amis avec ce livre, on ne peut pas faire un métier de la médiumnité, parce que la médiumnité, communiquer avec les défunts, ne peut pas se passer toute la journée. Il y a des jours, ça se passe même pas. Rentrer en fréquence avec quelqu'un, c'est pas possible. Donc, il faut savoir ce qu'on définit par communiquer avec les défunts. Il y a des médiums qui ne communiquent jamais avec les défunts, mais qui communiquent avec des informations que vous portez en vous, qu'ils arrivent à capter. Oui. Et je voulais pas être assimilée à ça. Pour moi, c'était un monde, voilà, c'était une insulte suprême de me dire que j'étais médium. C'était m'insulter. Moi, je voulais absolument avoir un autre parcours et j'ai commencé à faire une investigation pour essayer de comprendre à quoi ça pouvait servir. À quoi ça pouvait servir d'un seul coup d'être en communication avec des choses que l'on ne voit pas, avec des défunts, avec des esprits dont on ne sait pas qui ils sont vraiment. À quoi ça sert? Parce que si ça ne servait à rien, je vois pas très bien ce que j'allais en faire. Et c'est à partir du moment où je me suis posé ces questions que j'ai commencé à cheminer, parce que c'est un chemin tout le temps, comme la vie, que j'ai commencé à comprendre qu'on est loin de la médiumnité telle que l'on l'entend, celle qui va faire tourner le bouton de la radio. Et je comprends ceux qui disent « Ah non, pas ça ». Je les comprends, j'étais pareil. Et puis, franchement, on est tellement déçus quand on entend des
des discours basiques et primaires, peu argumentés, que on n'a pas envie d'être concerné. Moi, j'ai envie de parler d'une autre médiumnité, pas celle qui est décrédibilisée, celle qui s'apparente beaucoup plus à la physique quantique ou beaucoup plus à ce que l'homme est capable de faire, mais qu'on ne sait pas encore, puisque nous sommes tous des êtres capables de tout cela. Il n'y a qu'à découvrir et laisser la science avancer petit à petit pour nous mettre devant ces possibilités, vraiment des possibilités qui sont à découvrir, et je suis sûre qu'un jour on va tous les développer. Et vous dites qu'il faut être prêt à se remettre en question, à changer nos habitudes. Vous dites aussi que l'humanité traverse en ce moment une phase de transition d'une intensité imprévue et imprévisible. Ben voilà, j'entends ça beaucoup autour de moi, des personnes qui font preuve d'ouverture sur beaucoup de sujets, et ça me plaît aussi. Grâce à Anne-Marie, je pense qu'on va un petit peu mieux comprendre aussi qu'est-ce qui vous arrive quand ça vous tombe dessus encore maintenant, puisque vous dites qu'il y a des jours sans et des jours avec. Anne-Marie, bonjour. Oui, bonjour. Anne-Marie, bonjour. Vous habitez Bruxelles. Oui. Il se passe des choses aussi. Enfin, vous voudriez savoir si ce que vous vivez, ce que vous ressentez, peut être associé à ce que Patricia vit aussi. Oui. D'abord, je suis très très heureuse que vous fassiez cette émission, parce que moi j'ai ces phénomènes, mais je les ai en moi depuis toujours. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez en vous ? Qu'est-ce que vous sentez ? Eh bien, je vois les ombres. Je sais bien que je peux être pris pour une folle. Je les vois. Je peux les chasser. Quand je pressens un mauvais pressentiment, vous savez, tout le monde a ça dans la vie. On peut avoir une sensation, une mauvaise sensation. Donc je suis capable de les chasser aussi. Mais je ne fais pas de pub, rien. Je fais ça pour personne. Je ne vais pas être connue, rien. Et surtout qu'on ne peut pas en parler à tout le monde non plus, Anne-Marie. Voilà, d'abord, on ne peut pas en parler à tout le monde parce qu'on nous prend vraiment pour, je sais pas, là, des extraterrestres venus d'un autre monde. Ça fait peur, oui. Ça fait très peur, oui. Et puis... Est-ce que... Ils ont déjà fait quelque chose de bon pour moi. Est-ce qu'il y a des messages qui vous sont transmis ? Est-ce qu'il y a des... Bon, quand vous voyez, est-ce que vous rompez le fil, ou est-ce qu'il y a des messages qui vous sont vraiment transmis, Anne-Marie ? Non seulement il y a des messages qui sont transmis, donc ça peut m'avertir de certains dangers. Ah, vous, c'est plus par rapport à ça. Avertir. Pas que par rapport à ça. Je peux très bien rencontrer une personne que je n'ai jamais vue. Oui. Et je peux, quelques jours après, savoir des choses sur la personne et ce qui va lui arriver. Oui, donc ça c'est vraiment un cas de figure bien précis. Patricia, d'abord, elle parle d'ombre. Oui, je voudrais savoir ce que vous entendez par le mot ombre. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des entités que vous voyez ? J'ai vu une entité, mais je ne sais pas, elle était en noir et blanc, on aurait dit un nom. Oui, mais quand vous dites les ombres, que vous chassez les ombres... C'est des ombres noires. Parfois elles passent comme ça. Au moment où je suis très calme et très détendue, elles passent. Maintenant je suis habituée, au début ça me faisait très peur. Mais maintenant, je laisse passer. Donc, elle passe, on dirait qu'elle nous observe pendant un moment, et au moment où je veux regarder vers, eh bien, elle s'en va. Alors, ça peut être effectivement, quand on dit ombre, ça peut être beaucoup de choses, parce que le paranormal est très, très peuplé de toutes sortes de choses. Ça peut être des entités rémanentes, des ombres rémanentes, ce qu'on appelle ceux qui restent. Ça peut être ceux qui restent, qui ne sont pas passés, et puis qui peuplent nos rues, nos maisons, quelquefois, il y en a partout. Il y a plein de gens qui ne sont pas passés et qui continuent de vivre au milieu de nous, mais comme si eux vivaient notre vie quotidienne, vivaient leur vie quotidienne sans prendre conscience qu'ils ne sont pas partis, ils ne sont plus là, ils n'en prennent pas conscience. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont morts. Et puis ça peut être aussi ce qu'on appelle les ombres rémanentes, c'est-à-dire dans les mémoires de maison, dans les mémoires du temps, il y a des ombres qui s'enregistrent, qui sont enregistrées et qui continuent de se reproduire. C'est-à-dire c'est comme dans les maisons hantées, un bruit qui revient, mais il n'y a plus personne, il y a juste un bruit qui revient. C'est un enregistrement en fin de compte. Donc il y a deux choses. Si c'est ça, effectivement, ça n'est plus d'existence, ça n'a pas d'intelligence propre et c'est facilement effaçable. Voilà. Ouais, ça, vous en parlez aussi dans votre livre, bien entendu aussi, de ces murs, ces choses, ces pierres, ces bijoux aussi, qui enregistrent des choses. On en parlera en cours d'émission. 070 Lafont, on vous demande peut-être aujourd'hui ce que vous avez vécu ou ce que vous avez entendu dire de personnes qui vous semblent crédibles. Encore une fois, vous avez mis des doutes et pourtant vous êtes certaine que la personne ne vous a pas raconté de bobards. Comment désacraliser le paranormal? Comment le rendre
rendre normal, naturel et surtout accessible. 3063 pour vos messages. Avec Patricia Darré à nos côtés, on en profite bien entendu. Je n'aurai pas le temps de vous faire dire toutes les notes que j'ai pu prendre par rapport à votre livre. Entrons dans le vif du sujet, entrons dans cette définition évidemment de ces entités, on ne sait pas comment les appeler. Vous parlez de deux équipes, Patricia, vous dites chacun d'entre nous est suivi par deux équipes. Il y a les esprits guides et il y a les gardes de l'esprit. Oui. Là, j'avais jamais entendu parler de ces deux notions différentes. Alors, évidemment, garde de l'esprit, on pourrait dire également ange gardien, puisque j'ai volontairement utilisé garde de l'esprit parce que je suis laïque. Je le dis. C'est important parce que la plupart des médiums sont toujours un langage extrêmement religieux. Or, la religion n'a rien à voir avec la médiumnité. Je suis beaucoup plus proche, comme je le dis, de Néandertal et sa médiumnité que de l'homme de 2013. En fait, on n'est jamais seul, dans le sens où on a une hiérarchie, enfin ce que j'appelle la hiérarchie. Alors c'est un terme un peu barbare que j'utilise. Mais j'ai la sensation qu'effectivement, ces gens qui nous contrôlent, qui nous contrôlent, c'est pas vraiment contrôle, qui nous aident, sont hiérarchisés avec ceux qui nous guident, qui sont plus proches de nous, d'autres qui sont un peu au-dessus. Tous n'ont pas les réponses à tout. Tous ne sont pas informés constamment de ce qu'ils doivent faire. Et puis, il y a ce qu'on appelle les gardes de l'esprit, qui seraient plus proches de ce que la Bible appelle les anges gardiens, ceux qui sont proches de nous. Les bienveillants. Les bienveillants qui sont là pour nous empêcher de dérailler ou de quitter notre route, la voie qu'on s'est tracée avant de venir. Avant de venir. Nous-mêmes. Oui, on choisit notre cursus. En fin de compte, grosso modo, schématiquement, avant de venir, on nous dit, voilà, tu as le choix de passer sur Terre ou ailleurs. L'ailleurs est multiple et on ne le connaît pas, mais il existe. Il y a des tas de dimensions qui existent et la Terre est très très compliquée, elle est de la plus difficile. On nous dit que c'est toujours l'un des passages les plus difficiles parce qu'il y a la matière. Et on nous dit, voilà, tu choisis, alors c'est comme si c'était un parcours à points. C'est-à-dire qu'on choisit un parcours qui va nous rapporter les points qui nous manquent dans notre évolution. Le but ultime, c'est l'évolution, hein. C'est le but constamment répéter, demander l'évolution. Et on choisit la vie en fonction de notre généalogie. On va choisir une famille généalogique, une famille génétique qui correspond à notre vibration. Et puis le parcours qui va nous rapporter. Or, quand on le choisit de l'autre côté, on ne connaît ni la douleur, on ne connaît pas la frustration, on ne connaît pas la souffrance, puisqu'on est encore esprit. Quand on s'incarne ici, tout arrive d'un seul coup, la douleur, la souffrance, et alors, comme on ne se souvient plus pourquoi on est venu et qu'on doit retrouver le parcours, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est dur, c'est pas possible, j'ai pas choisi ça. Si, on l'a choisi. Mais choisir un parcours difficile quand on est de l'autre côté ne nous paraît pas difficile. C'est quand on est ici que ça devient difficile. Mais on choisit toujours puisque nous sommes libres et nous restons libres tout le temps dans notre existence. Je parle pas de notre vie terrestre, dans notre existence éternelle qui commence avant et qui continuera après, nous sommes toujours libres. Ici, nous avons comme signé, entre guillemets, un petit contrat avec l'au-delà, avec ceux qui nous guident, pour faire ce que nous avons à faire. On a mis sur notre route des grands marqueurs qu'on ne peut pas contourner. Et puis, entre ces marqueurs, eh bien, on fait ce qu'on veut. Et cette équipe-là va nous aider, ces deux équipes, ceux qui sont dans le quartier général, je dis une espèce de quartier général, où on envoie les ordres nous concernant pour notre évolution, et ceux qui sont proches de nous et qui n'hésitent pas à venir matériellement près de nous pour nous aider à re-rentrer dans le système qu'on vient de quitter ou sur la route qu'on vient de quitter. Ceux-là font tout pour que nous puissions nous acquitter de notre parcours tel que nous l'avons décidé. Voilà. Il y a toujours des gens autour de nous. On n'est jamais seul. On n'est jamais abandonné. C'était un témoignage important aussi que nous avons d'une maman. Je crois que c'est Geneviève. Voilà, Geneviève, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous parlez, Geneviève, au nom de votre fille, 2 ans et demi, presque 3 ans. Oui, elle va avoir 3 ans. C'est important. Dans un mois. Oui, de parler des enfants. Vous en parlez, Patricia Darré, dans le livre. J'avais déjà lu beaucoup de choses à ce sujet. J'ai moi-même aussi, je pourrais témoigner. J'ai moi-même aussi certaines choses par rapport à ma fille. Je vous écoute par rapport à votre fille, Geneviève. Mais en fait, notre fille, donc, comment ça fait pas longtemps qu'elle parle, évidemment. Donc, expliquer les choses quand on ne parle pas, c'est pas évident. Donc, depuis qu'elle parle, où on comprend du moins où elle peut mettre au moins des mots sur ce qu'elle ressent, Romy, notre fille, a commencé à nous expliquer qu'elle voyait des gens.
qu'elle voyait des gens autour d'elle et elle savait dire si c'était un homme ou une femme. Et puis elle voyait aussi ma maman qui est décédée. Donc elle ne l'a pas connue, elle avait à peine 1 an quand elle est décédée. Et elle la voit aussi. Donc souvent elle dit, ou alors elle la voit à travers la fenêtre et puis elle lui fait signe et je lui demande mais enfin à qui tu fais signe et puis elle dit le nom de ma maman et je dis ben oui, pourquoi est-ce que tu lui fais signe? Parce que maintenant elle est partie faire un tour et puis voilà, et puis nous on part pas du principe où on lui dit mais écoute tu racontes des bêtises, parce que elle a pas 3 ans, donc je peux pas commencer à lui dire écoute tu racontes des bêtises. Et alors le jour où ça nous a vraiment estomaqué, c'est que mon papa avait acheté, c'est tout bête, hein, il a acheté via Internet, il a acheté un chapeau. C'était quelque chose qui rêvait, mais sans nous en avoir parlé. Et il me l'explique au téléphone. Et ma fille n'était pas à côté de moi. Et je sais pas, je crois que c'est le lendemain. Et puis elle me dit, regarde. Et puis elle dit le nom de mon papa. Et puis elle me dit, regarde qu'il est là. Ah, je dis, et tu le vois, est-ce qu'il est content? Enfin, c'est difficile de savoir ce qu'on peut lui dire. Et je dis, ça va, est-ce qu'il est tout content? Est-ce que tout va bien? Ah bah oui, tu sais, il a un chapeau sur sa tête. Là, il est tout content. Alors, elle n'était pas au courant, quoi. Donc tout ça, c'est des petites choses qui, de fil en aiguille, et c'est vrai que depuis qu'elle parle, on vit, ça fait pas longtemps non plus qu'elle parle, mais on vit comme ça. Vous allez rester en ligne, Geneviève. Oui. Juste une petite pause. Et Patricia, vous aurez des choses à dire puisque vous parlez dans votre livre et vous le dites, jusqu'à 7 ans, oui, c'est possible. Ce que la fille de Geneviève raconte, oui, c'est possible. À tout de suite. Avec Patricia Darret, je n'ai pas dit aussi que votre livre, La lumière de l'invisible, était divisé en plusieurs chapitres. Bon, j'avais commencé à noter les premiers. La vie est un jeu de pistes, c'est le premier. Société, matière, le deuxième. Deuil et amour, le troisième. Il y a aussi un chapitre consacré à vos expériences archéologiques, mais ça, je laisse les lecteurs, les prochains lecteurs le découvrir. Dans Société et matière, vous dites, nous les médiums, nous voyons des entités car nous avons développé la capacité de capter une fréquence différente que les autres ne captent pas, mais ce n'est que vibratoire. Et vous l'avez dit, il est important de retrouver dans notre vie de tous les jours une forme de communication avec cette âme. Le moment le plus simple est le soir, dans le silence et l'obscurité avant le dodo. Et là, il y a une personne qui a témoigné tout à l'heure en le disant. Vous dites aussi qu'il y a toujours 2 vitesses en nous. Notre corps, avec notre ego et notre mental, et puis notre âme, que vous appelez l'unité centrale. Oui. Ça, vous faites bien la différence des choses. On revient sur le témoignage, à propos du témoignage de Geneviève. Geneviève, oui. Votre petite fille, donc 2 ans et demi, presque 3 ans, vous nous avez expliqué des choses bien concrètes de ce qu'elle avait vu, avec des détails bien précis. Et ce que vous répondez, Patricia, ce que vous écrivez dans votre livre à propos de ça. Les enfants sont de grands médiums. La plupart des enfants voient évidemment beaucoup de choses. Il faut dire qu'il y a le monde visible, ce qu'on voit avec nos petits yeux, parce qu'il faut quand même dire que nous sommes restreints dans ce corps à 10% de captation, théoriquement, de ce qui se passe autour de nous. Mais nous sommes dans un invisible qui est foisonnant. Et les enfants, quand ils sont petits, comme la petite fille, la petite Romy, c'est ça? C'est Romy? Oui, c'est bien c'est ça. Oui. Quand ils sont petits, ils sont capables, ils sont encore plus proches d'où ils viennent, de vers où ils vont. Donc, ils sont pas encore manipulés, pétris par cette société qui va leur inculquer cette culture. Donc ils sont, j'allais dire, vierges de toute information qui pourrait les détourner de ce qu'ils sont. Et de toute croyance aussi. De toute croyance, toute information générale, les croyances. Ouais. Et donc effectivement, ils sont beaucoup plus à même de capter, de voir. Beaucoup d'enfants voient des gens qui passent, voient de la famille qui revient, des grands-pères, des grands-mères. C'est vrai que ce sont des témoignages assez époustouflants. Cette capacité d'être en communication télépathique avec d'autres membres de la famille, pour eux, c'est normal. Ce qui va devenir beaucoup moins normal, et c'est en ça, je sais plus votre prénom, madame, c'est Geneviève. C'est en ça, Geneviève, que vous avez raison de ne rien lui dire et d'accepter ce qu'elle vous dit. C'est quand on commence à dire à l'enfant, mais ça va pas, il ne faut pas dire ça, c'est pas bien de mentir. Écoutez, le cas du petit Enzo que je raconte dans mon livre, c'est un petit enfant de 9 ans qui voyait des entités tous les soirs venir dans sa chambre et vraiment l'imprégner et même presque l'agresser. Il en parlait, ses parents disaient c'est pas vrai, il faut pas dire ça, on l'emmenait chez un psy. C'est un psy qui commençait, moi que je l'ai rencontré, il allait avoir un traitement psychiatrique. On a passé 2 heures ensemble, l'enfant est totalement libéré de ses entités et tout est redevenu comme avant.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces enfants, il faut accepter ce qu'ils disent. Ils ne mentent pas. Ils ne peuvent pas raconter des balivernes quand on a 2 ans. Voilà, votre petite fille a une capacité, peut-être une capacité de recevoir très très forte. Elle va la quitter dans quelques années. Et puis peut-être que plus tard, ça reviendra à l'âge adulte, sous d'autres formes. Mais je trouve ça merveilleux, cette capacité, elle est vraiment humaine et elle est à 70% de ses capacités humaines. Alors, formidable. J'ai mis 3 croix à cette phrase-là que vous écrivez dans votre livre, parce que ça me semble tellement important à dire. À partir du moment, dites-vous, où l'on comprend pourquoi on est incarné, ce que l'on vaut, ce que l'on sait faire et pourquoi on est venu, alors on commence à s'aimer. Oui. Ça, c'est quelque chose de très important, mais comment le savoir? C'est ça toute la question. Comment savoir? Tout d'abord, il faut se poser la question pourquoi les gens ne s'aiment pas, pourquoi il y a autant de violence, etc. Parce que déjà, on ne s'aime pas soi-même. Je rencontre plein de gens qui n'arrivent pas à s'aimer, en me disant, même des gens qui ont dans des carrières, des positions sociales, des carrières incroyables, et qui me disent, mais moi je vaux quoi? C'est qu'on sent qu'il y a un décalage entre ce qu'on fait dans cette société et ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à savoir qui ils sont, à aimer ce qu'ils sont. Et en fait, cette capacité de capter nous ramène à ce que nous sommes, à notre centre, et nous ramène à cette capacité de nous aimer pour ce que nous sommes. Mais en acceptant ce qu'on est. Il s'agit pas de devenir des saints, on n'est pas sanctifiable comme ça, mais c'est d'accepter d'être ce que l'on est, de savoir pourquoi on est venu. Et quand on accepte d'être ce que l'on est, on commence à comprendre pourquoi on est venu. Ça vient en fait, parce que la vie est faite de plein de signes. La vie, elle met des signes dans notre quotidien tout le temps. Il faut décrypter tous les jours ce qui se passe et se laisser porter par les panneaux indicateurs que nous met la vie dans le quotidien. Les bornes inéluctables. Exactement. Alors, lâcher prise, apprendre à s'aimer, je vous assure qu'après, mais ce n'est que du bonheur. Même dans les épreuves les plus terribles. Vous le dites clairement, Patricia Darré, dans votre livre, vous ne faites pas des livres pour faire miroiter au lecteur des capacités extrasensorielles et qu'il vous considère comme un gourou. Loin de là, votre deuxième livre s'intitule Les Lumières de l'invisible chez Michel Lafon. Le premier, c'était un souffle vers l'éternité et vous élargissez dans ce deuxième livre certaines notions, vous en développez d'autres par rapport à tout ça. Patricia, vous l'avez dit aussi, et ça c'est quelque chose que je ressens très fort, toute cette synchronicité, ces bornes inéluctables, comme vous dites, ces signes être ouverts, cette providence parfois, être ouvert à ce qu'on, voilà, parce que qu'encore une fois, on se met des barrières, on se met des balises, et on peut pas regarder à gauche et à droite, et alors qu'il y a plein de signes, il y a plein de choses. Moi, je suis aussi en réflexion et j'avais déjà lu des choses par rapport à ça, à ceux qui nous entourent, à ceux qu'on rencontre, à ceux avec qui on vit aujourd'hui. Vous n'aimez pas, je sais, le mot rencontre karmique, hein, vous le dites. C'est un mot que vous n'aimez pas. C'est pas que j'aime pas, c'est parce que tous les mots que l'on utilise dans le langage ésotérique sont tellement galvaudés que ça ne veut plus rien dire. Ça devient une base de commerce. Il y a pas de commerce là-dedans. Et c'est vrai que ça me gêne parce que ça veut plus rien dire en fait. Donc, mais ce que vous voulez dire, c'est que parfois, quand on sent les choses, on sent. D'ailleurs, on dit celle-là, je la sens bien, celui-là, je le sens pas. Voilà, ça fait partie du langage courant. C'est ça, on dit je le sens pas. Pourquoi ça veut dire quoi je le sens pas? Même chose avec les lieux. Vous dites qu'il y a des lieux qu'on affectionne, il y a des lieux qu'on évite. Ils font peur, bien sûr. Oui, parce que là, on fonctionne. Sauf qu'on le met pas sur le compte du paranormal. C'est ça, oui. On le met compte. Alors, question, puisqu'on le met sur le compte de la rationalité. Et si le paranormal était rationnel, en fin de compte? Vous dites aussi qu'il faut, parce que parfois on dit, moi j'aimerais bien entrer en contact avec une certaine entité, quoi. Je vais attendre un signe. Hein, on attend un signe. Mais un signe, ça veut dire quoi? C'est une feuille qui se soulève, c'est un vase qui bouge, mais c'est pas ça. Vous dites d'ailleurs, il faut énormément d'énergie. Il y a peut-être des choses qui se passent à certains endroits, il faut le voir, le signe. Voilà, c'est pas ça qu'on attend. Mais c'est du rationnel. La personne qui veut entrer en contact et qui attend, elle attend ça. Elle attend un bruit, elle attend. Vous parlez de manifestations olfactives. Oui, il y a beaucoup de parfums. Il y a beaucoup de gens qui ont des parfums qui apparaissent tout à coup, qui se manifestent. C'est des parfums de fleurs, des parfums de tabac, parfums de cigarettes quelquefois. C'est les plus courants. Et surtout ne jamais attendre. Le paranormal, il faut pas y aller par curiosité. Ça ne marche pas. Tout ce qui est contrôle du subconscient, ça ne marche pas. Il faut être dans un lâcher-prise total. Il faut être complètement abandonné et ne pas y penser. Les choses arrivent quand on n'y pense plus. C'est comme quand on attend un coup de fil. Vous êtes devant le téléphone, le coup de fil ne vient jamais. Vous vous absentez 2 minutes, on vous a téléphoné. Parce que vous avez lâché, vous avez débloqué la situation. C'est exactement pareil pour le paranormal. Sylvie est en ligne. Oui, bonjour. Bonjour Sylvie. Alors, on parle de vos enfants, on parle de vous, enfin surtout de vous, parce que vous dites aussi que vos enfants voyaient des choses. Mais vous avez vécu, vous vivez encore peut-être actuellement? Mais c'est pas voir, je sais pas, c'est vraiment difficile à expliquer. C'est la Qu'est-ce que vous vivez? certitude
que c'était une personne précise qui vient à moi, avec, c'est pas une image d'elle à l'intérieur de moi, mais c'est quelque chose, c'est vraiment difficile à expliquer. Ouais, il y a des couleurs, il y a son visage, il y a ce qui émane de cette personne, de son vivant. Et en fait, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens qui venaient vers moi alors qu'ils étaient morts, mais je ne le savais pas encore. Et pour une de ces situations, c'était un jeune homme qui avait mis fin à ses jours de manière volontaire et qui était en souffrance et venait me demander de l'aide. Oui. Dans d'autres, ça a été des gens qui venaient me dire au revoir, par exemple. Et ça, c'était très confortable et très sympathique. Mais cela dit, quand j'ai eu ce jeune homme qui est venu vers moi, j'étais en méditation, en prière avec d'autres d'ailleurs, donc je pense que ce sont des moments qui favorisent. Ça m'a fait peur. Je lui ai dit, mais tu as tout en toi pour monter, pour aller là où tu dois aller. Je ne vois pas ce que moi je pourrais te donner. Je ne vois pas bien ce que tu attends de moi d'ailleurs. Oui, enfin là, il n'avait pas tout en lui. Hein. S'il est venu vous le demander, c'est que lui ne pouvait pas. Et là, vous étiez médium, c'est intermédiaire. C'était à vous d'agir. En fin de compte, je ne savais pas du tout quoi faire. Eh ben voilà, c'est tout simple parce que les gens disent je sais pas quoi faire. Il n'y a pas grand-chose à faire parce que nous, on est habitués à agir matériellement. En fin de compte, quand vous avez cette perception d'une âme qui vient vous demander de l'aide, il faut juste dire oui. Je t'accueille. Tu veux un coup de main? Je vais t'accompagner. Il se passe quelque chose en vous à ce moment-là quand vous êtes médium. Il se passe une espèce de dédoublement. Votre âme a enregistré l'appel et votre esprit va se mettre en marche pour l'accompagner. Mais au-delà de vous. Vous n'allez pas agir matériellement. Oui, pas besoin de prier. Voilà, il n'y a pas une volonté subconsciente matérielle. C'est juste recevoir, dire d'accord. Le mot d'accord. Je te prends la main, je vais t'accompagner. Vous pouvez pas savoir ce que ça déclenche. Tout le reste va venir tout seul, de vous-même, sans que vous n'agissiez. Par contre, la peur, vous savez, c'est notre plus grand ennemi. Hein. La peur des sceptiques, la peur des rationalistes, la peur des médiums, c'est notre plus grand ennemi. C'est la peur qui va tout bloquer et qui va, encore une fois, le frustrer et vous frustrer. N'ayez pas peur, acceptez. Dites, oui, moi je veux bien. Dis-moi ce que je dois faire. Le reste se fera tout seul. Il n'y a pas besoin d'agir. C'est juste ça. Véronique nous écrit sur la page Facebook et dans quelques instants je vais mettre les références du livre, encore une fois chez Michel Lafon, Les Lumières de l'Invisible, c'est le pourquoi de votre présence ici. Véronique nous écrit, oui personnellement je connais des personnes qui ont des dons assez développés, ma mémé est souvent auprès de moi, cela m'aide beaucoup de savoir qu'elle est toujours là, que la mort n'est pas vraiment la fin. Après je sais quand c'est elle qui essaie de me parler ou de me montrer simplement quand elle est là. Je ne peux expliquer comment, mais je sais que c'est elle. Mais j'avoue que quand je ressens une présence sans savoir de qui il s'agit, des fois, j'ai un peu peur. C'est vraiment le mot finalement qui revient souvent, bien entendu, dans ces messages. Vous serez donc demain à la Foire du Livre, je le dis pour ceux et celles qui voudraient vous rencontrer. Patricia Daré, vous serez demain au stade de 300 d'Interforum de 11h à midi et de 14 à 15h. Voilà, le premier de votre livre, le souffle vers l'éternité, est également disponible chez Michel Lafon. Je vous propose, bien entendu, encore une fois, de témoigner, de venir apporter ce que vous avez envie de nous faire ressentir, ce que vous avez vécu personnellement, soit via les SMS, 50 centimes le message, 3063, soit via le téléphone, 070 23 33 23, soit via la page Facebook. Vous êtes actuellement 7150 à pouvoir témoigner et dans quelques instants, les références du livre seront en ligne. Médium, journaliste, Patricia, vous parlez de psychométrie à un moment donné, sans entrer dans les détails. Il y a tout un chapitre consacré aux expériences archéologiques que j'ai lu. Je n'avais jamais entendu. Donc, à partir d'un os que vous avez en main ou d'une touffe de cheveux, enfin d'un cheveu, vous sentez les choses, quoi. C'est-à-dire que à partir d'un os, je travaille donc avec un archéologue qui vérifie et qui confirme souvent avec les historiens, parce que c'est très intéressant. À partir d'un os ou d'une touffe de cheveux retrouvée dans une tombe, parce que c'est quand même pas, c'est pas très glamour tout ça, mais c'est comme ça que ça marche. Je reconstitue la personne qui était autour, je la décris et je raconte l'histoire. Et vous remontez des siècles en arrière. Oui, bien sûr. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est pas moi qui suis capable de, ça veut dire que nous sommes capables, à partir d'un enregistrement dans la matière, c'est l'enregistrement qui est dans l'eau, c'est la mémoire de la matière, de reconstituer la vie qui s'est déroulée
autour de cette matière. C'est ça, ouais. Donc voilà, c'est un chapitre important au niveau de votre livre. Vous parlez de cette matière qui grave et conserve des informations, qu'elle continue d'émettre en continu. Hein. Tout est vibration. Ça c'est voilà, ça c'est prouvé quand même. C'est scientifiquement prouvé. Vous dites aussi que donc les lieux, les objets captent les mémoires. La première fois que ça vous est arrivé, c'était à Chambord. Oui. J'étais en train de visiter le château de Chambord et puis je m'appuie sur un mur. Et évidemment, j'étais très impressionnée parce que c'est très beau et puis il faisait beau. Et tout à coup, en mettant ma main sur le mur, j'ai ressenti une ambiance, une atmosphère qui n'était pas une atmosphère que je vivais à ce moment-là. Oui. Et puis j'ai entendu des bruits. J'ai entendu, alors déjà, une chasse qui revenait. Donc j'ai regardé. Je comprenais pas, je regardais autour de moi et il n'y avait pas de chasse Et puis j'ai entendu des gens parler et j'ai commencé à avoir le son de l'époque, d'une certaine époque, je ne sais pas quel moment, parce qu'il aurait fallu que je me demande quel était le moment, la date précise où ça s'est déroulé, parce que tout enregistre tout. J'ai entendu une bribe du passé. Et là, ça m'a beaucoup questionné. Je me dis, mais alors si ça n'appartient pas au présent, ça appartient au passé, ça veut dire que tout s'enregistre. Et ça veut dire que si, par exemple, comme un petit ordinateur, je recherche ce qui s'est passé tel jour de telle année, je vais avoir, admettons, le dernier mot de cette journée, entendu par la pierre. Oui, on a essayé. Ah bon? Et on a essayé sur des oppidums gaulois. Et je l'ai pas encore écrit dans le bouquin. Mais il y a eu des choses absolument incroyables. Et j'aime bien aussi être entourée effectivement d'historiens, d'archéologues pour avoir des confirmations. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, on pourrait dire, elle raconte n'importe quoi, elle se laisse aller à son imaginaire. Non, ce qui est important, c'est d'avoir des confirmations par des spécialistes. C'est pour ça que je suis de plus en plus tentée de travailler avec des scientifiques. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que la médiumnité n'est pas cette petite activité un peu pour dame oisive, mais que c'est vraiment une possibilité extraordinaire qui pourrait faire avancer les choses, même dans l'histoire. C'est d'autres Sylvie qui s'exprime à notre micro. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Voilà, donc moi je voulais apporter mon témoignage. Je voulais dire que j'ai lu le livre de Patricia Daré, donc il y a à peu près une année, et tout m'a semblé vraiment cohérent, et je me suis vraiment retrouvée dans l'énergie de Patricia, dans la mesure où moi je suis quelqu'un, il faut pas m'en raconter. Voilà, je crois pas n'importe quoi, et je sais que dans ce domaine, on va dire entre guillemets ésotérique, il y a un peu tout et n'importe quoi, et je vois vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Moi je suis quelqu'un de très ancré, très enraciné, et j'ai vraiment ressenti chez Patricia cette même énergie, à savoir voilà, on n'est pas au cirque, voilà, c'est vraiment c'est véritablement du vécu. Alors par rapport à mes ressentis, donc moi j'ai vraiment, il y a je dirais 2-3 ans, lors d'un stage, ressenti comme ça des présences des membres de ma famille, mais de l'intérieur. Donc ça veut dire que je ne vois pas à l'extérieur, mais c'est comme si j'avais un espace immense intérieur dans lequel les gens se présentaient à moi, parfois quand je les appelle, mais parfois même simplement comme ça, et je vois donc des visages, je ressens beaucoup, j'ai beaucoup de ressentis, j'entends des phrases, justement je dis effectivement, j'entendais ce que vous disiez au niveau des expériences, enfin de la reconnaissance scientifique. En tout cas, moi je demande toujours à la personne qui est en face de moi, qui vient vers moi, je demande de ne rien me dire, de façon à pouvoir venir vérifier, parce que je connais beaucoup de gens qui font parler la personne, et alors évidemment il y a toute une intuition qui se met en place, et bon, on peut un peu raconter voilà, sur base de ce que la personne dit. Alors moi je demande qu'on ne me dise absolument rien, et la personne vient juste vérifier les attitudes, donc ça se passe vraiment à l'intérieur de mon corps, avec des attitudes, des expressions verbales, des expressions du visage, et je peux décrire la personne et donner le message que la personne a éventuellement à donner à l'autre personne qui est en face de moi. Donc toujours venir vérifier, et je note en tout cas, moi j'ai toujours le doute. Et je trouve ça que c'est extrêmement important de ne pas se dire ouah, c'est ça y est. C'est vraiment de toujours avoir cette justesse et toujours ce doute qui permet d'être authentique et de pas aller dans des champs
voilà, dans le grand n'importe, ce que j'appelle moi le grand n'importe quoi. C'est très, très bien. Donc voilà, donc Patricia, moi j'aimerais vraiment bien vous rencontrer. Demain à la foire du livre. Demain à la foire du livre, voilà. je vous attends. Non, franchement, parce que vraiment j'aimerais bien vous rencontrer parce que vous êtes vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Merci. Et vous appelez un chat, et ça me. Elle est journaliste, elle est journaliste, et c'est vrai que c'est. Ouais, mais elle est française comme moi, mais vraiment. Je voulais absolument vous témoigner parce que c'est voilà quoi. C'est très gentil en tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci. Et continuez Merci, à Sylvie. développer, c'est vachement bien. Merci Sylvie. Je lis le message de Nathalie encore sur la page Facebook. Bonjour Sylvie, j'ai travaillé dans une maison de repos et quand il y avait un décès difficile, je ressentais leur difficulté à partir. Et même après le décès, une voyante m'a dit que j'étais peut-être une passeuse d'âme. En tout cas, Nathalie ressent des choses, quoi. Oui, alors tout le monde me dit, il paraît que je suis une passeuse d'âme. Tout le monde me dit ça partout. Oui, Je veux dire, c'est la grande mode maintenant que vous rencontrez quelqu'un qui dit vous êtes tout le monde est passeur d'âme. C'est pas un titre, pas un diplôme. On est tous passeurs d'âme. Tout le monde est capable de le faire. Tout le monde, ceux qui ressentent un peu plus, le font systématiquement. Mais il n'y a pas, toi, tu es une passeuse d'âme, toi, non, on est tous des passeurs d'âme. Oui, on l'est tous. Quelquefois, quand on a un ressenti, il suffit juste, comme j'ai dit tout à l'heure, d'accepter, de dire, OK, je t'aime, je vais t'emmener. Je vais t'emmener là où tu veux. Là aussi, vous dites beaucoup de choses. On y reviendra dans quelques instants sur les lieux où il y a des décès, à savoir les maisons de repos, à savoir les hôpitaux. Moi, j'avais entendu aussi quelqu'un qui me parlait d'un pompier, des hommes des personnes qui interviennent là où il y a la mort. Malheureusement, il y a parfois des entités qui se collent sur une entité vivante. Donc là aussi, c'est exprimé dans le livre. On n'aura peut-être pas l'occasion d'en parler. Si un témoignage venait par rapport à ça, peut-être que oui, mais il nous reste plus qu'un quart d'heure pour parler encore pas mal de choses, même si on a essayé, et j'ai essayé de faire un petit peu le tour de certaines notions qui sont développées dans le livre Les Lumières de l'Invisible chez Michel Lafon. Je ne sais pas en effet comment faire pour vous lire tous les messages qui nous arrivent. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à ces ressentis, à ces impressions. Voilà, des personnes osent dire les choses parce que vous êtes là, Patricia, elles se disent enfin je vais pouvoir dire sans être prise pour une extraterrestre ou une folle, je vais pouvoir essayer de m'exprimer avec vos mots, avec mes mots à moi qui seront compris par ces mots à elle. Patricia Daré, encore une fois, je donne les coordonnées de votre livre, Les Lumières de l'Invisible. Le premier livre, c'était Un souffle vers l'éternité. Ces deux livres se trouvent chez Michel Lafon. Et là, c'est écrit avec des mots très simples sur des notions. Il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choses. C'est pour ça que j'ai pris 3 pages de notes. J'aurais pu finalement en prendre une demi-page si vous vouliez dire la même chose au sein du livre en plusieurs chapitres. Mais non, il y a énormément de choses qui sont brassées et qui sont parcourues. 30-63 pour vos messages. C'est Francesca qui a des choses importantes à nous dire, qui résume un petit peu aussi certains messages qui nous arrivent et qui passera, qui aura son temps d'antenne juste après ceci. On pourrait appeler cette émission l'après-vie du bon côté, on parle de l'au-delà, on parle du paranormal depuis 14h. J'ai envie de vous demander de vous exprimer à propos de la réincarnation, parce que là aussi vous en parlez à plusieurs reprises, la réincarnation. Quand vous dites évidemment que nous avons choisi notre parcours avant notre naissance, on comprend que tout est réincarnation. Et vous dites, non, c'est pas systématique. Non, pas du tout. Non, pas du tout. On vient et on peut très bien ne jamais revenir. Il n'y a pas de systématique. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans le paranormal, dans l'au-delà, il n'y a pas de systématique. Ça n'existe pas. Il n'y a que des cas particuliers. Il n'y a pas de loi. C'est peut-être le seul endroit où il n'y a pas de loi et où tout fonctionne très bien. Et en fait, non, on revient, mais il y a tellement de dimensions. La Terre n'est qu'une dimension. C'est pas la dimension. Il y en a une infinité de dimensions possibles. Et là, qui passeront jamais par là. Le pouvoir des photos, vous en parlez aussi. Une photo émet une vibration en relation avec l'histoire de la personne qu'elle représente. Elle continue à émettre des informations. Absolument. Une photo, faire attention aux photos et aux photos qu'on met au mur, aux photos qu'on a sur son bureau. Il faut faire très attention. Une photo est vivante. Alors, elle va pas vous sauter dessus, la vibration, mais jour après jour, il se peut que vous deveniez plus faible, vous vous sentiez plus fragilisé. Tout ça à cause d'une photo qui va émettre. Tout dépend de la photo, de la négativité de la photo, de la puissance du personnage qui est dessus. Et donc, il va falloir se poser des questions. Une photo est vivante. Pour ça, vous savez, en Afrique, les Africains n'aiment pas se faire prendre en photo. Souvent, ils disent ne prends pas mon âme. Absolument. En fait, c'est ça. Oui, ils ont raison. Oui. Eux qui sont si proches de ces choses-là et qui ont compris comment ça fonctionne, ils vivent dedans tout le temps, ils savent très bien qu'une photo emporte un morceau d'eux-mêmes ailleurs. Pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on les prenne en photo. Voilà. Donc attention, une photo, il y en a partout, c'est vrai qu'on s'expose, mais une photo est vivante. Elle va irradier constamment.
Et elle va transmettre ces informations. Si elles sont bonnes et si elles sont compatibles avec les nôtres, ça va aller. Si jamais elles sont incompatibles, on peut avoir des problèmes de santé. D'accord. Marie de Warem s'exprime au 3063. Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes contente d'entendre cette émission? Vous êtes contente Oui. qu'on aborde ce thème-là. Oui. Vous vous sentez comprise, Marie? Ce sont vos mots. Oui, c'est mes mots. Ça fait un moment, donc, je me conforte dans, je vais pas vous dire ce que je suis, mais ce que je ressens, tout ce que je peux émettre. Et cette émission, c'est vrai, ça me redonne de l'engouement comme ça, dire voilà, ok, tout va bien. Je le savais déjà, mais ça me réconforte encore un petit peu. Tout va bien. C'est vrai, quand je vous entends parler avec les photos, là, c'est tellement vrai ce que vous dites. C'est terrible. Moi, j'ai mon beau-père qui est décédé il y a pas longtemps. Il y avait une photo comme ça dans la maison. Et comme mon conjoint n'acceptait pas la mort de son papa, il était toujours vraiment, mais très, très en colère. Et un jour, je me suis dit, non, là, il faut absolument que je bouge cette photo. Et depuis, tout va mieux. C'est dingue, ton comportement, il s'est calmé. Il y avait des vibrations, je sentais vraiment des choses, vraiment pas très, vraiment de la colère, j'ai envie de dire. Et depuis que je l'ai bougé, tout va mieux, tout va beaucoup mieux. Par rapport à mes enfants, eux, dans une quiétude totale, tout va bien, je vais bien, car j'ai 3 enfants. Et donc, c'est ma fille, je vois bien qu'elle est fort. Et justement, à écouter votre émission, je l'emmenais se divertir quelque part et elle me disait justement, comme j'ai dit aux antennes, c'est de l'arnaque, la voyante, les médiums et tout ça. Mais alors je lui ai expliqué, donc je fais un petit mot et là elle a été étonnée de voir évidemment que je lui ai dit écoute, maman aussi ressent beaucoup de choses, tu sais, maman, elle était, maman, mais j'ai quelque chose à t'avouer, tout compte fait qu'elle dit, ah bon, je dis, et ça a été comme un soulagement parce que je me suis dit, mais depuis quand, depuis tout le temps qu'elle dit, je vois des choses, mais j'ai peur. Alors je lui dis, ne pas avoir peur, ils viennent juste pour te dire bonjour aussi, c'est pas négatif, tout n'est pas négatif. Donc vraiment, et elle me dit, je vois vraiment énormément de choses, mais maintenant elle me dit, parce qu'elle a 9 ans, un petit peu moins. Alors, oui, bien sûr. Elle se force, elle se dit, avant, quand je jouais, je voyais beaucoup, énormément, et maintenant elle voit, et qu'est-ce que tu voyais? Des messieurs, des madames, je connais pas, mais dire bonjour, je jouais avec et je parlais. Et c'est vrai que petite, je la voyais, mais je ne disais rien, évidemment. J'attendais qu'elle vienne à moi, parce que je savais bien qu'il ne faut absolument pas altérer donc, ce que les enfants voient. Et quand elle était petite, qu'elle me disait des petites choses comme ça, je disais, ah, mais c'est bien, mais c'est rien, c'est ma chérie, je disais. Mais sans plus, mais je pensais que c'était parti, au fait. En fait, non, tantôt, elle m'a avoué toutes petites choses comme ça. Je dis, mais enfin. Et alors, je me suis dit, mais c'est pas grave, tout va bien, tu sais, tu es normal, tu n'es pas normal. Donc, c'est bien ce que vous dites, Marie, quand vous dites, je fais écouter l'émission à ma fille, elle me dit, mais enfin, c'est des balivernes, tout ça, c'est quoi? Normal, et puis, maman, il y a un échange, et elle dit, maman, tu sais, j'ai vu des choses. Voilà, ça, c'est, même les sceptiques, je veux dire, même les ceux qui encore une fois, tout ça est guidé par la peur. Oui, la peur, et puis aussi la représentation de la médiumnité dans notre société. C'est quand même pas très sérieux. La médiumnité est décrédibilisée par la plupart des médias. Mais imaginez, vous parlez des Africains, vous parlez des autres cultures, pour eux. C'est plus sérieux chez les Africains que chez nous en Occident. Chez nous, c'est devenu un marché, mais épouvantable. On vend n'importe quoi. On vend l'amulette, on vend la communication avec votre père, 300 € la demi-heure, mais c'est n'importe quoi. Et c'est normal qu'on dise c'est de l'arnaque. Moi, je comprends qu'on dise halte à tout ça. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la seule chose, c'est cette peur qui fasse fermer les portes. Qu'on soit sceptique, qu'on soit contre le business de ça, moi j'en fais pas de business. Je dis que la médiumnité est inconditionnelle, qu'on ne prend pas d'argent, je continue de le dire. Et je tiendrai bon là-dessus jusqu'au bout. Mais qu'on soit sceptique, oui. Qu'on ferme les portes et qu'on dise je ne veux pas en parler, non. Ouvrez les portes, soyez ouverts, au moins ouverts. Et c'est pour ça que cette phrase, moi, me donne l'espoir aussi, vous dites, et vous n'êtes pas la seule à le dire, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le domaine du cheminement et du développement personnel, qui ont un grand esprit d'ouverture, qui me disent, Sylvie, l'humanité, elle traverse en ce moment une phase de transition, et on va vers une évolution dans ce genre de choses et de sujets. Déjà en parler, ici, ça fait plaisir à beaucoup de personnes et on le voit. 30-63,
si vous désirez apporter un dernier témoignage à cette émission que vous pourrez toujours réécouter. Elle sera en podcast sur le site de vivacité.be, sur la page Facebook de l'émission. Vous pourrez la partager ou la faire écouter par d'autres personnes qui n'auront pas eu le temps cet après-midi de le faire comme vous. Merci Patricia. Ça, Merci à vous. Oui, c'est pas moi. C'est un message qu'on nous envoie. Ça n'est pas signé. Merci Patricia. C'est grâce à de belles personnes comme vous que beaucoup de gens comme moi arrivent à toujours rester dans le positif. À demain, la vie est belle. Voilà. Et je suis très contente d'avoir en effet évoqué tout ça avec vous, Patricia Daré. Vous allez rentrer, là vous allez encore faire quelques interviews. Vous êtes là en Belgique demain à la Foire du Livre. Et après retour en France. En France. Dans mon Berry. Et moi je voudrais vous remercier vraiment de m'avoir accueilli avec autant de gentillesse et de compréhension. À France Bleu Berry, c'est pas évident quand on est journaliste, comme vous l'avez dit aussi en début d'émission, de parler de ça, quoi. Faire son coming out là-dedans, c'est très risqué. Oui. Mais on s'en fiche. On est là pour le faire et on est là pour pas avoir peur. Encore une fois, on n'a pas peur de vivre. Il faut bousculer les idées reçues et comme on dit que cette société est en train d'évoluer, il faut des gens comme nous, voilà, qui ont des esprits d'ouverture et qui essaient de faire passer des choses et des informations. Vous pourrez toujours écouter l'émission en podcast sur la page de Facebook de l'émission La Vie du Bon Côté, sur le site de vivacité.be. Vous pourrez toujours aussi témoigner si vous avez des choses à dire, puisqu'il y a encore des messages